La tradition orale est jolie, mais finalement s'appauvrit, et alors que la tradition écrite peut rester. Et donc je choisirais la tradition écrite. Présent. Présent parce que même si je peux m'ennuyer beaucoup, le passé ne restera qu'un imaginé. Rome, parce que la ville est mieux construite. Et j'adore. Époque contemporaine, parce que même si on est historien, il faut vivre dans son temps. Ces deux appellations étant un peu idiotes, je ne choisirais ni l'une ni l'autre, même si forcément ce qu'on peut appeler la Renaissance me séduira davantage, puisque je suis tombé dedans. Louis XII, évidemment. C'est sans doute l'un des princes les plus brillants, les plus intelligents, les plus subtils de toute cette période. C'est quelqu'un qu'on a oublié, essentiellement parce que beaucoup de sources ont disparu, et qu'il est coincé entre deux individus, Louis XI et François Ier, que l'historiographie a structuré comme des points d'orgue, soit pour un, la fin du Moyen-Âge, l'autre pour ce qu'on va appeler le début de la Renaissance, et ce temps vaseux ou marécageux qui aurait été le règne de Charles VIII et de Louis XII a été oublié ou résumé par d'autres, par l'image même d'Anne de Bretagne, de leur épouse, qui est complètement stupide. Mais Louis XII, oui, forcément. Henri II, j'ai toujours trouvé que ce prince qu'on avait délaissé, et pourquoi on va s'intéresser à des princes délaissés comme Charles VIII, Louis XII ou Henri II, et là vous voyez on revient avec la notion de l'affect et de son propre expérience, et comment finalement de ces princes délaissés on va essayer de les remettre et leur donner une vie, et comment eux-mêmes, après avoir été quelquefois envahis par leur père ou par les structures politiques, vont se développer et faire quelque chose de leur vie. Diane de Poitiers, parce que Diane de Poitiers reste cette espèce de femme comme ça, de pouvoir telle qu'on l'a structurée et dont on sait précisément rien de sa vie. Mais ce que j'ai trouvé touchant en travaillant sur elle, c'était cette volonté en tant que veuve, d'exister dans un monde où les hommes n'étaient pas forcément très ouverts à cette situation justement de veuve avec enfant. Bon, ni l'une ni l'autre. 1492, c'est un schéma inventé dans notre idée de justement, comme je vous parlais tout à l'heure, 1515, 1520, 1519. Il faut trouver des dates pour la modernité, stupidité. Peut-être 1789 dans le sens où là on a quelque chose qui est l'aboutissement de toute une envie de réforme qui est toujours intéressante, et puis un espoir qui peut être joli. Après c'est les ratages de la vie, mais ça c'est une autre histoire. La tradition orale est jolie, mais finalement s'appauvrit, et alors que la tradition écrite peut rester. Et donc je choisirais la tradition écrite. Film historique. Romans historiques, en général, ils sont tous ratés, à part quelques-uns. Et il y en a quelques-uns de très bien, mais voilà, il y a Dumas qui sont formidables, c'est parce que ça c'est le talent de l'auteur qui avec une énergie et tout. Un film historique, on pardonne tout parce que finalement c'est sur 1h30, donc même s'il y a des horreurs épouvantables, c'est moins long. Et puis de toute manière, il y aura forcément des erreurs historiques partout, puisque voilà, la principale erreur historique dans un film étant les paysages, parce qu'on les a perdus pratiquement toutes. Mais oui, le film historique, je serais toujours plus tolérant que pour un roman, parce que là le roman, le type peut travailler, il est seul, il a la possibilité, il n'est pas contrôlé par les finances, par le temps, les obligations de production et des choses comme ça. Donc oui, je serais toujours plus ouvert à un cinéaste qu'à un romancier. Présent aussi, parce que je vous l'ai dit, le futur c'est lent et je sais pas.